Merci Joseph, mesdames et messieurs, chers amis. Bonjour, c'est un grand plaisir, c'est un honneur que vous me faites en me permettant de vous dire en toute simplicité et en toute amitié bon anniversaire. Mais peut-être qu'un historien, c'est celui qui, lorsque vous avez 10 ans, eh bien, vous parle de ce que vous étiez il y a 100 ans. Et donc, je vais commencer par dire que peut-être que ce qui nous réunit, ce qui nous rassemble, ce qui nous permet, au fond, d'espérer justement dans ces temps de tempête, dans ces moments où il ne servira à rien, assurément Machiavel a raison de le dire, de s'accrocher aux mots anciens d'un monde qui n'est plus. Essayez de comprendre comment l'histoire, puisque je ne suis pas autre chose qu'un historien qui va parler des rapports entre les historiens et les journalistes, comment l'histoire peut, et depuis un siècle, et peut-être même avant, d'une certaine manière, nous permettre de jeter sur notre présent des ressources d'intelligibilité. C'est en 1919 que Lucien Febvre réinaugurait sa chaire d'histoire à l'université de Strasbourg. Et alors il se posait la question, que faire maintenant? Est-ce qu'on a simplement à recommencer? Est-ce qu'il nous suffit de nous dire qu'au fond on a un métier et qu'on est heureux de le retrouver, de le pratiquer à nouveau? Va-t-on, écrivait-il, se contenter de dire que nous avons de vieilles routines à retrouver? Non. Il faut peut-être à ce moment-là se poser la question à partir du moment où l'histoire avait été compromise par, je dirais, le nationalisme méthodologique, où Lucien Febvre se souvenait que justement il y avait une alliance très forte entre la méthode historique qui s'était constituée à la fin du XIXe siècle et l'ambition de faire avec de l'histoire une nation, une communauté nationale, et les dérives que la Première Guerre mondiale avait permis d'observer sur ce nationalisme méthodologique. Comment il était possible, demandait Lucien Febvre, de continuer ainsi. Et c'est dans cette fameuse conférence qu'il dit deux choses célèbres. D'abord que l'histoire qui sert à quelque chose est une histoire serve, et ensuite il n'appartient pas aux historiens de construire une vérité qui soit à leur seule ressemblance et convenance. Et voilà quelque chose déjà qui nous frappe en 1919, cette notion d'une vérité à notre seule ressemblance et convenance, qui d'une certaine manière avait à ce moment-là caractérisé ce que les historiens faisaient de mieux, parce que c'était cette même méthode qui leur avait permis d'assurer la professionnalisation de ce métier, de défendre le monde contre l'injustice. C'était des positivistes qui avaient, avec leur méthode, compris et prouvé et convaincu une partie de la société française que le faux Henri, sur lequel était condamné, enfin en tout cas accusé le capitaine Dreyfus, était un faux. Et voilà déjà l'histoire et d'une certaine manière le journalisme confronté à ses propres responsabilités. En 1919, de l'autre côté du Rhin, Max Weber publiait sa fameuse conférence sur la vocation scientifique, et il disait déjà encore quelque chose qui a une puissance d'actualisation extraordinaire aujourd'hui, qui consiste à dire que, bien sûr qu'il y a un engagement du savant, un engagement dans la cité, que, au fond, cet engagement, il est celui d'une voix qui porte devant justement une société tout entière, mais que cette voix ne peut porter que si elle repose sur la méthode. Et étrangement, Lucien Febvre et Max Weber, en 1919, de part et d'autre du Rhin, remettent en question l'histoire même de leur discipline et
devant la société, défendent leur métier. Et c'est de cela dont je voudrais parler, au fond. C'est de la défense du métier dans un moment où, d'une certaine manière, les journalistes et les historiens se retrouvent dans une communauté de désarroi, de destin et peut-être de danger. Le désarroi, vous le connaissez, le désarroi, nous le subissons. Le désarroi, d'une certaine manière, c'est ce moment proprement incompréhensible où nous avons le sentiment d'avoir, oui, tout dans nos mains, et en particulier avec la culture numérique dont il sera beaucoup question cet après-midi, pour désintoxiquer les fausses nouvelles, pour désamorcer ces pièges logiques qui reposent sous nos pieds dès lors qu'on n'est pas sûr justement de fouler le sol stable de la vérité. Nous avons tous les moyens, et bien plus que ceux que Max Weber et Lucien Febvre pouvaient espérer, tous les moyens donc de lutter contre les fausses nouvelles, et pourtant elles prolifèrent. Et comment se fait-il que justement notre puissance technique, notre rêve technologique soit à ce point démenti par l'expérience? Je viens de dire fausses nouvelles. Et d'une certaine manière, il sera évidemment, je le pense, je l'imagine, question de la post-vérité, de la post-fact, enfin de l'ensemble de ces néologismes qui viennent, sinon définir, du moins désigner la nuée de nos inquiétudes. Je dirais simplement que les fausses nouvelles, celle de Marc Bloch, et on est toujours en 1919, puisque c'est à ce moment-là qu'il écrit l'article dans la revue de synthèse, Réflexion sur un historien, d'un historien sur les fausses nouvelles de guerre. Eh bien, c'est très exactement ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, évidemment, on peut le dire en anglais, mais ce n'est pas proprement intraduisible. Si on dit que les fake news sont des fausses nouvelles, d'une certaine manière, ça nous ramène aussi 100 ans en arrière. Et que disait Marc Bloch dans cet article fameux? Il disait qu'il y avait une logique à ce que les fausses nouvelles en temps de guerre circulent plus rapidement, plus intensément, plus profondément, plus pernicieusement aussi que les renseignements véritables, mais que également on pouvait trouver la même logique ou la même irrationalité dans le fait de croire et de ne pas croire. Et il écrivait à ce moment-là qu'on pouvait voir dans les tranchées la même personne douter de vérités avérées et se mettre à croire à des fables insensées. Et vous voyez, tout cela crée les conditions, en somme, d'un moment, il y a 100 ans, où il me semble déjà, alors on peut aller avant, on peut aller à la Révolution française ou à la Renaissance, mais déjà, l'ensemble de nos problèmes, l'ensemble de nos dilemmes étaient déposés là, et l'histoire pour moi est moins l'héritage de valeurs à défendre que de problèmes à se poser à nouveau. Des questions, au fond, l'humanité n'en a à disposition qu'une petite collection. Il n'y a jamais de nouvelles questions, mais toujours une actualisation des questions anciennes. Et je pourrais effectivement être bien trop long à revenir jusqu'à, pourquoi pas, Cicéron, qui déjà disait de l'histoire qu'elle avait de devoir, le fait de ne jamais mentir et le fait de dire toute la vérité, même celle qui blesse. Et pourtant, il faut quand même revenir à notre présent, tenter de savoir le temps qu'il fait, ce gros temps dont Jacques Rancière, dans un livre récent, dit qu'il nous appartient aussi d'en diagnostiquer l'acuité. Et je dirais que si nous avons 100 ans, nous avons aussi
50 ans. Parce qu'en 1968, et a-t-on assez remarqué qu'il y a le même écart entre 68 et 1918 qu'entre 68 et aujourd'hui, eh bien en 1968, effectivement, la question de la critique de ce qu'on appelait les porte-paroles, et donc d'une critique continue, joyeuse, continuée de l'autorité, pose les fondements d'un monde où nous sommes aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement que nous en héritons, c'est que nous avons à le continuer. C'est que la critique de l'autorité, la critique de l'argument d'autorité, la critique de ceux qui vont nous dire qu'ils sont traversés par la vérité, parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils sont historiens, parce qu'ils ont une carte de presse, ça m'a toujours un peu étonné, ce fétichisme de la carte de presse, comme si cela donnait un privilège à vie de dire la vérité du monde, comme si au fond moi j'étais d'un métier où on pouvait se targuer ou s'enorgueillir ou simplement s'autoriser de diplômes qu'on a eu à 19 ou 20 ans. Et on ne peut pas imaginer qu'un tel monde existe. Bon, eh bien justement, si la puissance au fond autocritique de nos métiers consiste à faire sans doute une défense de la vérité, comme ces grands rationalistes, Max Weber et Lucien Febvre et Marc Bloch le faisaient en 1919, mais qui ne remet rien en cause de la critique de l'autorité que nous devons à 1968. Et c'est ça, au fond, ce qui rend la difficulté même, me semble-t-il, de la défense du métier indissociablement commune et solidaire au métier de journaliste et d'historien. Si on m'avait dit, lorsque j'avais 20 ans, que j'aurais à définir justement cette communauté de méthodes entre le métier d'historien et celui de journaliste, j'aurais été sans doute étonné parce qu'on m'apprenait alors qu'être historien, c'était finalement travailler à cesser d'être journaliste. Non par arrogance, mais finalement par prudence. On nous disait alors que l'évangile du monde, le journal, d'il y a 30 ans, mais il n'est pas totalement exclu que certains journalistes le croient encore, c'est qu'il y a les faits et qu'il y a l'opinion, et que les deux doivent être strictement et même parfois typographiquement distingués. Et nous étions, nous les apprentis historiens, conviés à nous moquer de ce qui nous apparaissait comme le dernier refuge du positivisme. De même que nous étions, nous les apprentis historiennes et historiens, conviés à nous méfier de cette arrogance du présent que porte inévitablement le journalisme, en ceci qu'il pourrait feindre de croire que le présent a toujours raison sur le passé, et alors convier les historiens simplement comme des experts des commencements ou des balbutiements qui viendraient nous expliquer comment c'était avant, alors que les historiens eux-mêmes cherchent à être bien autre chose, ce que d'ailleurs Michel Foucault, dans le journalisme d'idées qu'il avait tenté à partir dans les dernières années de sa vie de pratiquer, définissait ainsi en quoi aujourd'hui diffère d'hier. Et puis il y avait aussi autre chose de plus, je dirais de plus profond, de plus anthropologiquement lié à non pas une pratique professionnelle, mais peut-être une disposition, un être au monde. C'est que nous apprenions à nous méfier de l'excitation
que inévitablement peut produire chez voilà, les gens qui font métier de répondre au droit de savoir la nouveauté. Comme si, d'une certaine manière, on ne pouvait jamais être totalement certain, lorsque on était journaliste, de ne pas désirer la brusquerie de la catastrophe, tant évidemment elle offrait, au-delà de ce dont Joseph vient de parler, c'est-à-dire les lentes lézardes qui fragilisent notre monde, eh bien la brutale et merveilleuse irruption de la vérité, de la brèche. Et serions-nous à ce moment-là assez sûrs de nous, assez moralement intransigeants pour ne pas être excités par la brutale irruption de la catastrophe. C'était, pour ma part, une force d'âme que je ne me connaissais pas. Et voilà pourquoi, effectivement, je le dis en toute sincérité et en toute amitié, j'admire ce métier de journaliste, mais je ne l'envie pas, parce que quand advient quelque chose, eh bien, et quelque chose de difficile ou de douloureux, je pense au livre avec Mathieu Riboulet, j'ai écrit et qui s'appelle « Prendre date », eh bien, pour ma part, je ne souhaite pas écrire, je ne souhaite pas parler, je souhaite me taire et même trouver dans l'écriture une façon encore plus profonde et digne que de ne rien dire. C'est-à-dire une manière de poser sa voix sur un silence plus profond encore. Mais voilà, je pense que tous ces scrupules, tous ces dilemmes aujourd'hui sont hors d'âge. Et que si j'ai voulu, avec amitié, confiance, faire l'inventaire des différences entre les historiens et les journalistes, le plus important, c'est de dire que cette solidarité de moyens et de méthodes, eh bien, elle doit aujourd'hui converger vers cette idée toute simple que notre métier est d'en défendre les règles du métier. Qu'on ne peut pas le faire en se targuant effectivement d'une position de surplomb sur la vérité, que nous devons bien justement tenir compte complètement, sans scrupule, sans remords, joyeusement, de tout ce que nous devons de la critique de l'autorité, qu'on ne reviendra pas à l'autorité des porte-paroles, qu'on ne reviendra pas à la certitude que les journalistes et les historiens ont raison quand tout, effectivement, notamment sur Internet, de manière profuse, de manière désordonnée mais joyeuse, invite chaque citoyen à se faire une idée des choses qui lui passent sous le nez. Mais, en revanche, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas parce que, effectivement, ce métier, d'une certaine manière, affaiblit le régime de vérité de notre exercice professionnel, qu'on doit complètement lâcher sur justement la véridicité. C'est-à-dire que, évidemment, c'est plus facile à dire pour un historien qu'un journaliste. C'est-à-dire que lorsque je dis que mon travail consiste à affaiblir l'histoire, je ne me fais pas insulter. Un journaliste qui dirait qu'il travaille à affaiblir son entreprise de presse aurait sans doute plus de difficultés à assumer un tel discours. Il n'empêche que s'il fait son travail, s'il rendra disponible non seulement des contenus de savoir, mais tous les moyens pour les critiquer. Et au fond, Joseph parlait de pédagogie, me présentait comme prof, ce que je suis assurément et ce dont je ne pourrais cesser d'être fier. Mais c'est quoi un prof?
C'est quelqu'un qui effectivement sans doute construit des contenus de savoir, mais invente aussi les moyens de les rendre socialement disponibles. C'est cette mise en partage, non pas seulement de savoir, mais de méthode, qui fait que ce métier, sommes-nous certains d'en disposer? Nous l'avons appris. Et nous avons appris à l'apprendre. Et par conséquent, effectivement, un prof sait très bien que ce qu'il a à faire, c'est à construire les conditions qui le feront évidemment, librement, joyeusement démentir par ceux qui vont s'emparer de ce métier et l'utiliser pour justement le dépasser. C'est ce qu'on appelle penser contre soi-même. C'est évidemment ce que l'aujourd'hui requiert face à ces gros temps machiavéliens dont parlait Joseph Confavreux. On aurait tort sans doute de se laisser griser par la fièvre technologique, tort également de croire qu'un retour à l'autorité de l'écrit est possible, mais on a toujours raison de s'adresser à des intelligences singulières, on a toujours raison de croire que la seule possibilité de l'émancipation humaine réside dans les règles normées d'un métier qu'on tente d'exercer, qu'on ne possède pas, qu'on peut perdre, retrouver. Et si on l'a perdu, alors c'est ceux qui nous écoutent, qui nous lisent et qui nous critiquent, qui peuvent nous le rappeler. Et voilà pourquoi, d'une certaine manière, ce dont nous avons non pas à célébrer, mais simplement à continuer, c'est-à-dire inévitablement à critiquer cette aventure du droit de savoir. Elle ne se rendra véritablement disponible et puissante que si elle affaiblit son désir de puissance. Voilà, je vous remercie de votre attention.